Euh, Thomas, ça fait 10 ans donc tu as créé une entreprise française de mode durable, 1083, j'espère que vous l'aurez compris. Tu emploies aujourd'hui plus de 100 personnes, tu composes avec tes fournisseurs pour obtenir les produits les plus respectueux possibles de l'environnement. Je tourne ma feuille. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se décourager de l'essor de la fast fashion, de Chine par exemple? Est-ce que tu te dis pas le matin que ça va vraiment pas? Non, je ne me le dis pas, parce qu'en fait, je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Effectivement, peut-être qu'on va se prendre un mur tous ensemble, et qu'on soit joyeux, triste, inquiet, quelles que soient les émotions qui nous traversent, peut-être qu'on va se prendre ce mur, on n'en sait rien, mais on n'a pas à être comptable de tous les maux du monde, et qu'on se prenne le mur ou pas, moi je préfère partager le chemin qui nous amène à la suite, avec des gens cool, des projets sympas, construire des alternatives séduisantes qui font sens. Et donc je ne suis pas découragé parce que qu'on y arrive ou pas, le chemin positif est riche de plein de rencontres, de plein d'aventures, de plein de belles émotions. Et donc chaque jour, je les vis, je les traverse et ça me réjouit. Donc l'enjeu finalement, c'est aussi de consommer mieux, c'est de faire de la sensibilisation auprès des gens. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui de la sensibilisation ? Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, une marque de mode, pour prospérer, elle a besoin de vous vendre à un maximum de gens, un maximum de vêtements. Et ça, c'est très nuisible pour la planète, puisque du coup, quand les ressources sont limitées, ce chemin-là, il est vraiment délétère. Et c'est pourtant le modèle de la fast fashion qui nous fait croire qu'elle nous fait faire des économies avec des vêtements à bas coût, mais on en consomme tellement, ils représentent de tels milliards d'euros de chiffre d'affaires qu'en réalité, ils nous font dépenser beaucoup de quantité, et tu disais en introduction, on a augmenté de 60% les vêtements qu'on consomme, et on n'utilise qu'un tiers des vêtements de nos placards. Ça veut dire qu'en gros, tous les vêtements qu'on surconsomme, on les porte très peu. Et donc ils ont réussi à nous faire remplacer une consommation de qualité par une consommation de quantité, parce que c'est satisfaisant de consommer. Quand on achète quelque chose, ça fait du bien. Moi, je compare la fast fashion soit au fast-food, parce que ça nous drogue un petit peu avec ses promos, ses nouveautés, comme à tes souhaits, comme les fast-food, ils mettent du sucre dans tous les aliments, ça nous donne envie, et où je les compare aussi à Tinder, où on consomme des rencontres, mais voilà, ça passe, ça trépasse, et c'est pas très riche, c'est pas très profond. Et donc nous, notre défi, c'est de remplacer ces plans cul entre les produits et nous par de vraies histoires d'amour. Et comme quand on fait un jean à 120 ou 130 euros, eh ben, on a moins l'occasion de faire plaisir aux gens au moment de l'achat, puisque pour un jean 1083 acheté, on peut avoir le 4 kiff d'acheter des jeans à 30 euros chez H&M ou chez Zara ou chez Shein. Et ben, du coup, la concurrence est déloyale, parce qu'a priori, c'est moins plaisant d'acheter un jean 1083 que d'acheter 4 jeans de fast fashion. Et donc notre challenge pour décontaminer les gens de la fast fashion, c'est donner plus de plaisir, avec un seul achat, mais par la découverte, par la rencontre des ateliers, par le plaisir de patiner son jean, par le plaisir de l'user, par le plaisir de le porter, par le plaisir d'en parler, et ben en fait que le jean soit tellement riche de plaisir qu'en fait on dépasse les 4 petits kiffs qu'on a quand on consomme un jean de la fast fashion. Donc c'est ça notre défi, et pour ça il faut ouvrir ses portes, ouvrir ses bras, ouvrir son cœur, et présenter nos métiers, nos savoir-faire, notre passion, pour la partager, un peu comme si vous aimez le vin, vous allez chez le vigneron, et ben en fait, vous allez goûter le vin, par l'histoire, l'émotion qu'il va vous partager à travers la visite de son vignoble, et ben en fait, ce vin il va être meilleur alors qu'il a le même prix et qu'il a le même goût que la même bouteille au supermarché. Mais quand vous l'achetez chez le vigneron, c'est différent, plein d'émotions supplémentaires vous traversent, plein d'attentions vous traversent, et grâce à ça, ça change votre rapport au produit. C'est trop intéressant ce que tu partages. Moi aussi, d'ailleurs, je partage puisque j'ai mis mon jean 1083 pour cette soirée. Fait exprès. C'est une façon aussi innovante de concevoir ce modèle d'entreprise. C'est beaucoup plus durable. Rapidement, si on revient donc aux objectifs de réduction qui ont été fixés pour l'industrie textile, au niveau des émissions carbone notamment, est-ce qu'ils sont aujourd'hui réalistes et atteignables ? Alors, on en est loin collectivement, mais on sait le faire. L'Europe nous encourage à réduire de 55% de notre empreinte carbone d'ici 2030. Et au rythme où on surconsomme, c'est compliqué. Mais déjà, si on divise par 2 notre consommation, on divise par 2 notre impact carbone. Donc ça va assez vite finalement, il suffit d'être raisonnable.
Et ensuite, quand on s'intéresse aux marques éthiques et aux marques locales, on s'aperçoit que les effets sur la planète sont hyper spectaculaires. Ça fait 10 ans qu'on a créé 1083. Un jean normal, ça consomme à peu près 3200 litres d'eau et 32 kg carbone pour un jean que vous achetez n'importe où, le jean moyen que vous achetez en France. Un jean 1083 depuis 10 ans, il divise par 3 l'impact carbone, on est à peu près à 12 kg au lieu de 32, et il divise par 6 la consommation d'eau, on a 450 litres au lieu de 3200. Donc en fait, rien qu'en choisissant, en découvrant des marques locales, on dépasse largement les objectifs environnementaux. Tout l'enjeu, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à vouloir consommer mieux et moins. Et c'est ça un peu notre paradoxe à nous, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est pourtant très logique. Notre défi à nous, c'est de donner envie à un maximum de gens de consommer moins. Quand ils accepteront de consommer moins, alors le prix par jean qu'ils seront prêts à mettre sera plus haut, et du coup, ils feront un pas vers une consommation de qualité, plus durable, et, on l'espère, plus de désir, plus de plaisir. Merci beaucoup. Il y a aussi une particularité dans votre entreprise, c'est que vous faites beaucoup avec les acteurs de votre secteur, donc sur votre chaîne de valeur, à la fois les fournisseurs, les clients. En janvier, tu sors un livre qui est intitulé, si je ne me trompe pas, La perma-industrie vers des écosystèmes d'entreprises réellement durables. C'est quoi la recette pour rendre un écosystème d'entreprises réellement durable, sans spoiler le livre, bien entendu? Et comment est-ce qu'on repense finalement un modèle industriel qui n'a pas connu de changement depuis 40 ans? Alors, il y a 2 facteurs clés qui sont vraiment la clé de 1083. Le premier, c'est la proximité, parce qu'il n'y a rien de plus engageant que la proximité. En fait, quand on est loin des conséquences des choix qu'on fait, ça nous désengage, ça nous investit, et ça fait qu'on vote plus, qu'on ne croit plus en rien. Par contre, quand on est proche les uns des autres, quand on est proche des conséquences des choix qu'on fait, ça nous engage. Et nous, quand on a analysé un peu la filière textile, qu'on a vu que finalement ce monde qui produit, courait à la catastrophe, on s'est dit, en fait, c'est quoi notre monde? Est-ce que c'est une économie, comme tout le monde le dit, ou alors est-ce que si on se met dans la station spatiale et qu'on regarde le Terre, on voit autre chose qu'une économie? Et nous, on s'est dit, en fait, notre civilisation, c'est une industrie. Parce que vu du ciel, on voit des flux de gens, de produits, d'animaux, et tous ces flux, on s'est dit, ben, tiens, si on est une industrie, tous ensemble, alors quelle est l'industrie la plus remarquable qu'on ait autour de nous? Donc on a cherché l'industrie humaine ou inhumaine qui produit un maximum de choses. Et on s'est aperçu que l'industrie la plus féconde, c'est la nature, qui a un seul produit, c'est la vie, mais qui produit ce produit de manière intarissable, sous la terre, sous la mer, sur terre, dans les airs, partout, quels que soient les éléments, quels que soient les événements, qu'il y ait des astéroïdes, des incendies, des périodes glaciaires, à chaque fois, l'industrie de la nature continue à produire son produit. Et donc c'est super inspirant de voir qu'il y a une industrie au monde qui est vraiment féconde, fameuse, vraiment extraordinaire. Et on a cherché à en tirer des enseignements. Et ces enseignements, on en a trouvé 6. La nature, elle produit, elle crée tout le temps. Donc produire et créer, c'est fondamental d'accélérer. Mais elle ne fait pas n'importe comment. Elle part toujours du terrain, la proximité. Elle cultive les interactions. Une feuille qui tombe d'un arbre, ça génère une interaction avec des bestioles au sol qui vont en faire quelque chose, et du coup, ça va faire la terre de demain. La perma-industrie, la nature, elle est toujours circulaire, il n'y a pas de déchets. Et le dernier point, ah oui, un point très important, la nature, elle se limite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe à l'infini dans la nature. C'est ce qu'on apprend à nos enfants, on ne mange pas trop de bonbons, on ne regarde pas trop des écrans, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on est capable de faire, nous, professionnellement, on en veut toujours plus. Et en fait, quand on saura partir du terrain, cultiver l'économie circulaire, les interconnexions, diversifier ses activités et se limiter, alors on se rapprochera de cette merveilleuse industrie qu'est la nature, et on s'en inspire en l'appelant perma-industrie. Et en tant que chef d'entreprise ou même d'individu, quelles sont aujourd'hui, à partir de tout ça, tes raisons d'espérer, de te dire que ça va aller? Déjà, c'est cool à vivre. En fait, on le voit, tous ceux qui créent des projets, en fait, ça nous stimule, ça nous remplit de positifs, de rencontres, d'aventures. Et donc, on se prenne le mur ou pas, encore une fois, on n'est pas responsable de tout, mais on est responsable de sa vie. Et donc, autant choisir un chemin heureux. Et puis, de tout temps, l'humanité a connu plein de catastrophes. Quand on était allemand contre français, qu'on se battait, en fait, c'était inconcevable de faire la paix ou d'imaginer faire un continent commun quelques années plus tard. Et pourtant, on l'a fait. Donc là, la montagne est immense, mais l'humanité en a vécu d'autres, des montagnes. Et qu'on y arrive ou pas,
être artisan des chemins vertueux, ça fait du bien. Voilà. Merci beaucoup Thomas pour ce temps d'échange, on peut l'applaudir.